Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles aventures littéraires. On va lire ensemble Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, publié en 1735. Alors détrompez-vous, ce n'est pas du tout un conte pour enfants, au contraire, c'est bien destiné aux adultes. Je vous rappelle un petit peu, c'est l'histoire du jeune héros Gulliver qui va se retrouver tour à tour échoué sur plusieurs îles. Alors n'hésitez pas à retrouver un replay, toutes les autres lectures de cet ouvrage où vous découvrirez les aventures de Gulliver à Lilliput. C'est justement dans cette première partie que Jonathan Swift fait une critique de la guerre, de la diplomatie de l'époque qui sont considérées comme totalement absurdes par l'auteur, puisqu'en fait les Lilliputiens, le peuple de Lilliput, n'a qu'une envie, c'est s'opposer à leurs pires ennemis, le peuple de Belfusco, et c'est justement ce besoin irrépressible de se faire la guerre que Jonathan Swift va tirer vraiment ridicule. Et désormais, nous en sommes à la deuxième partie, c'est le voyage de Gulliver vers Brobdingbag, un monde où cette fois-ci ce ne sera pas des Lilliputiens, non, mais des géants, et ce sera Gulliver qui va se retrouver comme un nain. Et dans cette deuxième partie sur l'île des géants, Swift va critiquer directement la cour d'Angleterre et son époque, tout simplement, parce que justement la reine de Brobdingnag interroge Gulliver sur son pays, qui par la suite va vraiment se donner à cœur joie de dénoncer le système politique anglais, la corruption de la noblesse, les lenteurs de la justice, les guerres perpétuelles, etc., etc. Donc cette œuvre est à la fois un conte philosophique, un roman satirique, un pamphlet également, et même un ouvrage de science-fiction qui demeure une œuvre majeure aujourd'hui de la littérature anglaise, et qui a beaucoup influencé Voltaire pour ses œuvres que vous connaissez bien sûr, Zadig, Candide, entre autres. Voilà, c'est vraiment pour ces contes philosophiques que ça l'a inspiré. Alors c'est parti, voyage à Brobdingnag. Gulliver se retrouve pris entre les mains d'un géant, le premier qu'il va rencontrer. N'hésitez pas à réagir sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag VBN. Le géant s'arrêta net, et après avoir cherché à ses pieds quelques instants, il m'aperçut, couché par terre. Il m'observa d'abord avec méfiance, comme quelqu'un qui s'apprête à mettre la main sur une petite bête dangereuse et veut éviter de se faire griffer ou mordre. C'est ainsi que je procédais moi-même en Angleterre avec les belettes. Enfin, il s'enhardit à me saisir par le milieu du corps entre le pouce et l'index et m'éleva à 3 yards de ses yeux pour examiner soigneusement mon aspect. Je compris ce qu'il voulait faire, et j'eus la chance de garder assez de présence d'esprit pour ne pas me débattre, tandis qu'il me tenait en l'air à plus de 60 pieds du sol en me serrant horriblement les côtes pour ne pas me laisser glisser entre ses doigts. Tout ce que j'osais faire fut de lever les yeux au ciel et de joindre les mains d'un air suppliant tout en prononçant quelques mots d'une voix humble et triste qui convenait à ma situation. Car je craignais à chaque instant qu'il ne me jetât au sol comme nous le faisons pour écraser les vilaines petites bêtes que nous voulons détruire. Mais grâce à ma bonne étoile, il parut touché par mon attitude et ma voix, et il se mit à me regarder comme un objet curieux, fort surpris de m'entendre articuler des mots même incompréhensibles. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de gémir et de verser des larmes, tout en faisant pencher ma tête vers mes flancs pour lui faire comprendre, du mieux que je pouvais, combien il me faisait souffrir en me serrant si fort. Il parut s'en rendre compte. Il releva un pan de son habit, m'y déposa doucement et courut aussitôt m'apporter à son maître. Celui-ci était le riche fermier que j'avais vu d'abord dans le champ. Après avoir écouté ce que son serviteur pouvait lui dire de moi, c'est du moins ce que je supposais en les voyant se parler, le fermier prit une brindille de paille, grosse comme une canne, pour soulever les pans de mon habit que, semble-t-il, il prenait pour une sorte de revêtement fourni par la nature. Il souffla sur mes cheveux pour mieux voir mon visage et appela ses gens pour leur demander, comme je l'appris plus tard, s'ils n'avaient jamais trouvé auparavant dans les champs d'autres petits animaux de mon genre. Puis il me déposa doucement sur le sol à 4 pattes. Je me levai aussitôt et me mis à marcher lentement de long en large pour lui faire voir que je n'essayais pas de m'enfuir. Tous s'assirent en rond autour de moi pour mieux observer mes mouvements. J'ôtai mon chapeau et fis un profond salut au fermier. Puis je tombai à genoux, élevant mes mains et mes yeux vers le ciel,
et je prononçai quelques mots de ma voix la plus forte. Enfin, je sortis de ma poche une bourse pleine d'or et la lui offris humblement. Il la reçut dans le creux de sa main et l'approcha de ses yeux pour voir ce que c'était. Puis il la tourna et retourna avec la pointe d'une épingle qu'il prit à son revers de manche, mais ne put identifier l'objet. Là-dessus, je lui fis signe de poser sa main à terre. Je pris la bourse et vidai dans sa paume tout mon or. Il y avait 6 pièces espagnoles de 4 sequins, sans compter 20 ou 30 autres pièces. Je le vis mouiller de la langue son petit doigt pour prendre une des plus grosses, puis une autre, mais il paraissait ignorer totalement ce que c'était. Il me fit signe de les remettre dans la bourse, et la bourse dans ma poche, ce que je me décidai à faire après avoir offert le tout plusieurs fois sans succès. Maintenant, le fermier était convaincu d'avoir affaire à une créature douée de raison. Il m'adressa plusieurs fois la parole, mais le bruit de sa voix me cassait les oreilles, comme celui d'un moulin à eau, et pourtant son langage était bien articulé. Je lui répondis en plusieurs langues, criant de toutes mes forces tandis qu'il approchait son oreille souvent à moins d'une toise de moi. Mais tout fut vain. Nous ne pouvions absolument pas nous comprendre. Il renvoya alors ces gens à leur travail et, tirant de sa poche un mouchoir, il le plia, puis l'étala sur sa main gauche qu'il posa ouverte au sol, me faisant signe d'y monter, ce que je pouvais faire sans difficulté, car elle n'avait pas plus d'un pied d'épaisseur. J'estimais que c'était mon rôle d'obéir et, de peur de tomber, je m'étendis de tout mon long sur le mouchoir qu'il replia sur moi pour plus de sécurité, et c'est ainsi qu'il m'emporta jusque chez lui. Il appela alors sa femme et voulut me montrer à elle, mais elle se sauva en poussant des cris comme une Anglaise devant un crapaud ou une araignée. Au bout d'un moment, pourtant, quand elle eut observé ma conduite et la manière dont j'obéissais aux signes que me faisait son mari, elle commença à changer d'attitude. Elle en vint même, par la suite, à m'aimer tendrement. Il était environ midi, et un domestique vint servir le dîner. Celui-ci consistait en un unique, mais copieux plat de viande, digne de la table d'un bon campagnard, servi dans un récipient de 24 pieds de diamètre. Le fermier, sa femme, 3 enfants et une vieille grand-mère formaient toute la compagnie. Lorsqu'ils se furent tous assis, le fermier me posa devant lui sur la table qui était à 30 pieds du sol. J'avais grand-peur et me tenais loin du bord du crainte de tomber. La fermière coupa un petit morceau de viande et y metta un peu de pain sur la planche à découper, qu'elle plaça devant moi. Je la saluai très bas, tirai de ma poche mon couteau et ma fourchette et me mis à manger, ce qui les réjouit tout au plus haut point. La maîtresse envoya sa servante chercher un petit verre à liqueur qui contenait bien 2 gallons et le remplit de boisson. Je le soulevai des 2 mains non sans mal et bus respectueusement à la santé de madame, prononçant les mots anglais du plus fort que je pus. Et tous les convives s'esclaffèrent si bruyamment que je crus devenir sourd. Cette boisson ressemblait à du petit cidre et n'était pas désagréable. Puis le maître me fit signe de venir auprès de son écuelle. J'étais depuis le matin dans un état de complet ahurissement, que le lecteur indulgent comprendra et excusera sans peine. Il arriva donc qu'en traversant la table, je trébuchais sur une miette de pain et tombais de tout mon long, sans d'ailleurs me faire grand mal. Je me relevai aussitôt, et remarquant que ces braves gens paraissaient fort affectés par ma chute, je pris mon chapeau, que je tenais sous le bras par civilité, et l'agitai au-dessus de ma tête, poussant 3 hurrahs pour leur montrer que je n'étais pas blessé. Mais tandis que je m'approchais de mon maître, c'est ainsi que j'appellerai dorénavant le fermier, le plus jeune de ses fils, un diablotin d'une 10aine d'années, m'attrapa par les jambes et me souleva si haut dans les airs que je tremblais de tout mon corps. Son père m'arracha de ses mains et lui donna sur l'oreille gauche une gifle qui eût terrassé tout un bataillon de cavaliers européens, lui enjoignant de quitter aussitôt la table. Quant à moi, je craignais que le garçon ne m'en gardât rancune, et me souvenant de la cruauté qu'ont naturellement les enfants de chez nous envers les moineaux, les lapins, les petits chats ou les bébés chiens, je me mis à genoux et je montrai l'enfant du doigt pour faire comprendre à mon maître, du mieux que je pouvais, que j'implorais son pardon. Le père céda, le gamin se rassit, et j'allai vers lui pour lui baiser la main que son père prit dans la sienne pour lui apprendre à me caresser avec douceur. Au milieu du repas,
le chat favori de ma maîtresse sauta sur ses genoux. J'entendis derrière moi un vacarme comparable à celui de 12 métiers à bas fonctionnant en tout même temps. En même temps. Tournant la tête, je compris que c'était le ronronnement de l'animal. Celui-ci me parut 3 fois plus gros qu'un bœuf, à en juger par sa tête et par une de ses pattes que je pouvais voir, tandis que sa maîtresse lui donnait à manger en le caressant. La férocité de son regard me terrifia, bien que je fusse à l'autre bout de la table, à plus de 50 pieds de lui. D'ailleurs, ma maîtresse le tenait fermement de peur qu'il ne sautât sur moi pour me prendre dans ses griffes. Mais en fin de compte, il n'y avait aucun danger. Le chat ne me prêta pas la moindre attention, quand mon maître me posa à 3 yards de lui. Comme on me l'avait toujours dit, et comme je l'avais moi-même vérifié par l'expérience au cours de mes voyages, fuir ou manifester sa crainte devant une bête féroce est le plus sûr moyen de se faire attaquer ou poursuivre par elle. C'est pourquoi je résolus, en cette conjecture dangereuse, de ne trahir aucune inquiétude. Je passais et repassais avec intrépidité 5 ou 6 fois de suite sous le nez même du chat. Finalement, je m'approchai tout près, à moins d'un demi-yard de lui, et c'est lui qui recula, comme s'il était plus effrayé que moi-même. J'eus moins peur avec les chiens. Il y en avait bien 3 ou 4 dans la salle, comme c'est courant à la campagne. Parmi eux se trouvait un dog, qui était gros comme 4 éléphants, et un lévrier plus long mais moins volumineux que le dog. Vers la fin du repas, on vit entrer la nourrice, portant dans ses bras un enfant d'1 an. Celui-ci me repéra tout de suite et poussa un hurlement que l'on aurait pu entendre à Chelsea s'il était venu du pont de Londres et qui, dans la rhétorique des nourrissons, signifiait qu'il me voulait pour jouet. La mère eut la faiblesse de me tendre au bébé, qui me saisit aussitôt par le milieu du corps et me fourra la tête dans sa bouche. Mais je poussai à mon tour un tel rugissement que l'enfant prit peur et me jeta. Je me serais immanquablement rompu le col si la mère n'avait étendu son tablier au-dessous de moi. La nourrice, pour calmer son poupon, agita un hochet, sorte de récipient creux empli d'énormes pierres et attaché à la taille de l'enfant par un câble. Elle n'eut pas de succès et se trouva réduite à l'appliquer l'ultime remède, c'est-à-dire lui donner à téter. Je dois avouer que jamais rien ne m'inspira un tel dégoût que la vue de ce sein monstrueux. Je ne trouve aucun élément de comparaison pour donner au lecteur curieux une idée de ses dimensions, de sa forme et de sa couleur. Il faisait une protubérance grosse de 6 pieds et devait avoir au moins 16 pieds de tour. Le volume du téton était la moitié de ma tête. Sa surface et celle de l'aréole étaient constellées d'une quantité de boutons, de crevasses et d'excroissances qui en faisaient la chose la plus répugnante du monde. Or, j'étais bien placée pour tout voir du haut de la table où je me trouvais, puisque la femme s'était assise pour donner sa tétée plus à l'aise. Ceci me fit méditer sur les jolies peaux de nos dames anglaises, dont toute la beauté vient de ce qu'elles sont à notre échelle, et que leurs défauts ne peuvent être perçus qu'à travers des verres grossissants. L'expérience prouve alors que le teint le plus lisse et le plus blanc apparaît grossier, rugueux et d'une vilaine couleur. Je me rappelle que lorsque j'étais à Lilliput, le teint de ces êtres minuscules me semblait le plus beau du monde. Et comme j'en parlais un jour avec un savant de ce pays, qui était un de mes amis intimes, il me dit que mon visage lui semblait beaucoup plus beau et plus lisse lorsqu'il me regardait depuis le sol que lorsque je le prenais dans ma main pour l'en approcher. Il m'avoua même avoir été la première fois horriblement impressionné par le spectacle. Il me dit qu'il pouvait discerner dans ma peau de grands trous, que les poils de ma barbe étaient 10 fois plus forts que les soies d'un sanglier, et que mon teint fait d'une juxtaposition fort déplaisante de différentes couleurs. Pourtant, le lecteur me permettra de dire à ma décharge que je suis aussi blond et rose que tout individu de mon sexe et de ma nation, et que mon hâle est très faible malgré tous mes voyages. D'autre part, quand nous parlions des dames de la cour impériale, il lui arrivait souvent de dire que l'une avait des taches de rousseur, l'autre la bouche trop grande, et la troisième le nez trop fort, toute chose qui m'échappait entièrement. Je reconnais que ces remarques n'ont rien d'original, mais j'ai tenu à les faire pour ne pas donner à penser au lecteur que ces créatures gigantesques étaient réellement monstrueuses. Je dois dire au contraire, en toute justice, qu'elles constituaient une très belle race, et qu'en particulier les traits de mon maître, qui était un simple paysan, me paraissaient, quand je les contemplais, à 60 pieds de distance, tout à fait harmonieux. Après le dîner, mon maître s'en alla rejoindre ses gens et, à en juger par ses gestes et par sa voix,
Il enjoignit à sa femme de prendre bien soin de moi. J'étais lasse et j'avais grand sommeil. Ma maîtresse s'en aperçut et m'installa sur son propre lit, me couvrant d'un mouchoir blanc et propre, mais plus grand et plus rêche que la grand voile d'un vaisseau de guerre. Je dormis pendant 2 heures et me vis en rêve chez moi près de ma femme et de mes enfants, ce qui augmenta mon affliction quand je m'éveillai et que je me trouvai seule dans une pièce immense, longue de 2 à 300 pieds et haute de 200, couchée sur un lit large de 20 yards. Ma maîtresse était partie vaquer aux soins de sa maison et m'avait enfermée dans la chambre. Le lit était à 8 pieds du sol. Certaines nécessités naturelles me pressaient de descendre, mais je n'osais pas appeler. D'ailleurs, j'eusse appelé en vain, avec une voix comme la mienne, vu l'immense distance qui séparait la chambre où je me trouvais de la cuisine où se tenait la famille. Sur ces entrefaites, 2 rats grimpèrent au rideau de l'alcôve et se mirent à parcourir tout le lit en flairant. L'un d'eux m'arriva presque sur le visage. Je sautai sur mes pieds et tirai mon sabre pour me défendre. Ces horribles bêtes eurent l'insolence de m'attaquer des 2 côtés à la fois, et l'une d'elles me mit les pattes sur les épaules. Mais j'eus la bonne fortune de l'éventrer avant qu'elle eût pu me faire du mal. Elle tomba à mes pieds et l'autre, voyant le sol de son compagnon, rompit le combat. Non sans recevoir dans le dos une fameuse entaille qui la fit s'enfuir en ruisselant de sang. Après cet exploit, je marchai lentement de long en large sur le lit pour reprendre mon souffle et mes esprits. Ces animaux étaient de la taille de gros bulldogs, mais beaucoup plus agiles et plus féroces, de sorte que si j'avais retiré mon sabre pour dormir, j'étais à coup sûr mise en pièces et dévorée. Je mesurai la queue du rat mort et lui trouvai 2 pieds de longueur, moins 1 pouce. Mais j'étais trop dégoûtée pour tirer le corps hors du lit, où il saignait toujours. Je vis qu'il donnait encore quelques signes de vie et l'achevai en lui tranchant proprement la gorge. Peu après, ma maîtresse entra dans la chambre et me voyant tout ensanglantée, elle accourut pour me prendre dans sa main. Je lui montrai le cadavre du rat, en souriant et en faisant voir que je n'étais pas blessée, sur quoi elle se réjouit fort et appela la servante pour faire enlever le rat mort avec des pincettes et le jeter par la fenêtre. Puis elle me posa sur une table, où je lui montrai mon sabre tout sanglant, avant de l'essuyer sur le revers de mon habit et de le remettre au fourreau. J'étais pressée de faire certaines chosettes que nul autre ne pouvait faire à ma place, et j'essayai donc de faire comprendre à ma maîtresse qu'elle me posa par terre, ce qu'elle fit. Ma modestie ne me permettant pas de m'expliquer davantage, je lui montrai la porte en saluant à plusieurs reprises. La bonne femme, non sans quelque peine, finit par deviner mon désir. Elle me reprit dans sa main et me fit descendre au jardin où elle me déposa à terre. Je m'éloignai de quelques 200 yards, et en lui faisant signe de ne pas me suivre et de ne pas me regarder. Je me cachai entre 2 feuilles d'oseille pour m'acquitter de ses obligations naturelles. J'espère que l'aimable lecteur voudra bien m'excuser si je m'arrête à ces détails et à bien d'autres semblables. Ceux-ci, en effet, pour insignifiants qu'ils puissent paraître aux esprits vils et terre à terre, n'en aideront pas moins le philosophe à élargir le champ de ses pensées et de son imagination, en les mettant à la recherche de plus de bien-être social et de bonheur privé pour l'homme. Je n'avais d'ailleurs pas d'autre intention quand je publiais ce récit de mes différents voyages, et je m'étais attachée avant tout à dire la vérité, sans prétendre autrement à la science ni à la beauté du style. Mais toutes ces péripéties vécues avaient fait sur mon esprit une impression si vive, et s'étaient gravées si profondément dans ma mémoire, qu'au moment de les transcrire sur le papier, je n'ai pas laissé se perdre un seul détail matériel. Plus tard, en relisant ma première esquisse, j'ai rayé plusieurs passages de moindre intérêt pour éviter le reproche d'être ennuyé et de perdre de vue l'essentiel, auquel les auteurs de voyages prêtent souvent le flanc. Chapitre 2. Portrait de la fille du fermier. L'auteur est conduit au marché du bourg, puis à la capitale. Détail du voyage. Ma maîtresse avait une fille de 9 ans, très intelligente pour son âge, excellente couturière et faisant elle-même les habits de ses poupées. Sa mère et elle eurent l'idée de garnir un berceau de poupées pour m'y faire passer la nuit. Elles le placèrent dans le petit tiroir d'une commode et mirent le tiroir sur une fromagère à l'abri des rats. Elles le placèrent ce fut là mon lit pendant tout le temps que je passais dans cette famille. Il reçut quelque amélioration dans la suite, à mesure que je faisais assez de progrès dans leur langue pour faire connaître mes besoins.
Cet enfant était si à droite de ses doigts, qu'après m'avoir vu 1 ou 2 fois me déshabiller, elle fut capable de me mettre et de m'ôter mes vêtements. Pourtant jamais je ne lui donnais cette peine quand elle voulait bien me laisser faire seule. Elle me fit 7 chemises et d'autres vêtements, du tissu le plus fin qu'elle put trouver, et qui, à dire vrai, était encore plus grossier que de la toile à voile, et elle faisait elle-même ma lessive. Elle se fit aussi mon professeur et m'enseigna l'idiome du pays. Quand je lui montrais du doigt un objet, elle m'en disait le nom en sa langue, si bien qu'en quelques jours je pus demander tout ce que je désirais. Elle avait très bon cœur, et elle était petite pour son âge, puisqu'elle ne dépassait pas 40 pieds. Elle me donna le nom de Gildrig, qu'adopta aussitôt toute sa famille, et par la suite tout le royaume. Ce mot a le même sens que le latin nanuculus, l'italien homunceletino et l'anglais mannequin. Je suis revenu vivant de ce pays, c'est à elle que je le dois. Nous ne nous sommes pas quittés une seule fois pendant tout mon séjour là-bas. Je la nommais Glumdalclitch, c'est-à-dire petite nounou, et je me rendrais coupable d'une grande ingratitude si je m'étais de rappeler ici les soins dont elle m'entoura et l'affection qu'elle me portait. De tout cœur, je voudrais pouvoir un jour lui prouver ma reconnaissance comme elle le mérite, au lieu d'avoir été la cause involontaire de sa disgrâce, comme j'ai malheureusement tout lieu de le craindre. Voilà, c'est sur ce passage que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous avez passé un très bon moment littéraire avec moi. En tout cas, comme d'habitude, moi j'ai énormément adoré vous faire cette lecture. C'était Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. N'hésitez pas à retrouver toutes les autres lectures de cet ouvrage en replay. Et puis nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao!